nous avons été contactés par un de nos téléspectateurs qui vit une situation vraiment préoccupante, il faut le dire. Alors, il est happé par un certain type d'expérience onirique où il se retrouve dans des espèces de bacchanales où à table on sert à manger. Et d'après ses propres... Il faut parler en français facile, hein? Oui, onirique et tout ça. Oui, les rêves, dans les rêves. Voilà. Il mange dans les rêves. Il mange dans les rêves. Voilà. Et dans les rêves... on comprend bien. Voilà, ce qui est servi, d'après ses propres dits, il dit que c'est possiblement de la chair humaine, c'est ce qu'il dit. Et voilà, il dit que lorsqu'il n'en est plus au rêve, maintenant, en journée, il regarde Kenmo, comme Kenmo est là devant moi, il se passe en lui un certain nombre de choses. Comme s'il était en train, en regardant Kenmoui, d'avaler quelque chose. Donc, finalement, il est en train de manger Kenmoui. Voilà, donc, finalement, pour les gens de son environnement, il dit qu'il constate qu'il est une espèce de menace, parce que somatiquement, finalement, ça se fait ressentir sur les gens en personne, sur lesquels il a le type d'expérience. Donc, somatiquement, moi, je vais te traduire là, c'est sur le plan physique des personnes qui sont en face. Regardez somatiquement. Voilà. Donc, finalement, il sait que comme il y a de grands initiés, il y a un imam, etc. sur le plateau, il dit comment il fait pour en sortir. Et il veut d'abord qu'on lui explique exactement ce qui se passe. Je vais vous poser 2 ou 3 questions. Hein. Il vit ce phénomène déjà depuis combien de temps? Il dit que là, ça remonte déjà à quelque chose comme 2 ans et demi. Il a l'habitude de manger dans les rêves. Oui. Et maintenant, même physiquement, même déjà, il ne dort pas. Il regarde un individu en face de lui comme ça. Il a l'impression qu'il est en train de manger. Voilà, et les personnes d'en face ont aussi l'impression que se sentent mal, pas à la suite. Quelque chose ne se passe dans leur corps. Pas forcément immédiatement, mais pas à la suite. Les personnes ne sont pas... Quand vous avez été au contact. Voilà. Et il commence à établir la corrélation. Est-ce que ce n'est pas cette expérience, cette sensation que je ressens qui est en lien avec le fait que par la suite, ces gens tombent malades. Surtout qu'en rêve, je rêve souvent que voilà, je suis en train de manger des choses un peu bizarres, quoi. Mais ça, c'est une situation très compliquée et grave. Comme l'imam est habitué à des situations compliquées, je vais lui passer la parole. Hein. Cher imam, aucune question à vous poser, votre regard. Bon, il faut dire que parfois ici, ce monsieur a été initié involontairement. Parce que s'il se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui arrive, ça veut dire qu'il ne maîtrise pas la cause. Parce qu'il y a des gens qui vont eux-mêmes s'initier à des pratiques mystiques, mais pensent que lui, on l'a initié. Déjà, il n'est pas le seul. Ils sont très nombreux qui se plaignent. C'est-à-dire à travers des rêves. On parlait de cauchemar parce que le cauchemar, c'est un type de rêve. C'est un rêve... C'est un rêve compliqué, où on vit des situations qui sont vraiment spirituelles, mystiques, de sorcellerie et autres, où dans les rêves, quand quelqu'un est initié, il a l'impression que quelqu'un l'arrête, l'amène dans un endroit, ça peut être un désert, ça peut être une forêt, ça peut être une savane, on l'amène, et à l'arrivée là-bas, il y a d'autres personnes qui sont autour de lui, dont il ne maîtrise pas les visages et qui ne connaît pas. On lui fait manger un certain nombre de choses, peut-être que la chair humaine, des impuretés. Et quand il se réveille, parfois il ressent même sur lui. C'est-à-dire que s'il a mangé la chair, mais il a l'impression qu'il a encore des saveurs de chair, de sang dans la bouche. Parfois c'est des excréments, il a l'impression que sa bouche est amère, il ne sent pas une bonne odeur. Parfois d'autres même subissent des sévices pendant ces initiations dans les rêves. Quelqu'un se réveille, il voit les traces, carrément les traces de fouet. Il est en train de pleurer. Oui, les traces de fouet, oui, c'est exactement. On dirait que vous avez été... Vous connaissez beaucoup de choses. Donc parfois il se rêve en pleurant ou en criant. Vous voyez, on vous demande qu'est-ce qui se passe. Il dit, il y a des gens qui me poursuivent dans le rêve. C'est-à-dire qu'on le poursuit dans le rêve. Il se réveille subitement en criant avec une grande peur. Ce sont des gens qu'on veut à tout prix initier. Il y a des gens aussi qu'on initie à travers des rêves avec la sodomie. La sodomie. La sodomie? Oui. Il y a des personnes qui viennent. Il y a des gens qui viennent nous voir parfois. Les gens ont des problèmes. Hein. Les gens ont des problèmes. Attends, imam. Tu es en train de dormir. Oui. Et tu rêves qu'on est en train de te sodomiser. On se sodomie. Mais c'est dangereux. Et quand tu te réveilles, tu sens que ton anus n'est pas dans son état normal.
Bien sûr, c'est des choses qui ça fait rire, mais je vous dis que pas ça existe. sérieux. Parfait, je vous dis que si dans cette émission, on donnait l'occasion à certaines personnes de venir témoigner, même à visage caché, mais vous allez mettre les mains sur la tête. Les gens vivent des situations que vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Donc ce jeune homme-là, on est en train de... On l'a déjà initié. Parce qu'on ne sait pas qu'on est en train de l'initier. On l'a déjà initié. Parce qu'actuellement, là, il subit les effets. Il vit les effets de son initiation. Puisque déjà, il a un impact même sur autrui. Et lorsque vous êtes initié dans ce monde-là, en fait, vous êtes accompagné des entités. Chez nous, on parle des djinns. On parle des djinns. Il suffit que vous regardez quelqu'un et la personne, là, le djinn frappe cette personne. Cette personne a l'impression que son corps vibre. Oui. C'est-à-dire que c'est comme des gardes du corps, quoi. C'est-à-dire que vous êtes entouré des esprits. Il suffit que vous pensez une chose et les démons, les esprits, là, ils agissent sur la personne. C'est pour ça que dans nos villages, lorsqu'un vieux papa initié te doigtait, tout de suite là, tu étais fragilisé. Tout à fait. Quand il te doit, il dit, tu vas voir. Hein, ouais. En réalité, pour certains grands initiés, il leur a interdit de doigter quelqu'un. Exactement. Parce que si tu doites quelqu'un, quelque chose peut lui arriver. Ça lui arrive. Ça lui arrive. Voilà. Tu le dévitalises. Oui. Il y a le fait de doigter et il y a le regard. Moi, j'ai même vu ailleurs des grands initiés, s'ils doivent même un chien, le chien meurt. Oui. L'arbre Oui. sèche. Ça veut dire que ce jeune homme dont Alain nous parle là, il est déjà initié. C'est-à-dire que s'il a atteint un niveau, c'est une remarque qu'il fait, apparemment c'est une remarque qu'il a fait, c'est-à-dire que lorsqu'il avait déjà quelques Lui-même ne sait pas ce qui lui arrive. voilà, exactement. Donc, comme ça coïncide avec le thème de Tout à fait. on va entrer Oui, dans c'est les vraiment détails. en étroite collaboration. Peut-être on n'ira pas trop dans les détails parce que c'est pratiquement la problématique de ce matin. Alors, Ebanga, ce garçon, il vit des choses très compliquées, des choses bizarres. Déjà, il mange dans les rêves. C'est également le cas avec ceux qui ont des relations sexuelles dans les rêves. D'autres appellent cela des couches de nuit. Maintenant, pour celui qui mange dans les rêves, on va te dire que c'est le poison lent, le poison de nuit. Il a même un autre phénomène, là, mais encore c'est plus dangereux. C'est-à-dire que s'il regarde quelqu'un comme ça en face de lui, et il a l'impression qu'il est en train d'absorber la personne. Et parfois même la personne qui est en face de lui, bien les personnes qui sont en face de lui, soit à l'instant, soit après, ont effectivement l'impression que quelque chose leur est arrivé. Attends, comment vous expliquez ce phénomène? Deuxième question, est-ce qu'on peut sortir ce jeune homme de cet engrenage? Bien. Première question. Au regard de la description des faits, je voudrais déjà d'abord dire, si le gars est sincère, c'est-à-dire si vraiment sa version qu'il donne est vraie, alors il est investi d'une présence. C'est un cas de possession. C'est un cas de possession. Ça, c'est dans le cas où sa version est vraie. Maintenant, Dans le cas, lui n'a pas été consentant. c'est-à-dire, c'est oui. Parce qu'il peut arriver que lui-même, comme le Cheikh Ali le dise, qu'il soit peut-être allé s'initier quelque part. Et là, à ce moment, il subit les conséquences. Comme il peut être victime d'un envoûtement. Et qui donc produit cette réalité qui veut qu'il soit investi d'une présence. Et pourquoi je suis d'autant plus, je soutiens plus la thèse de la possession, parce que si c'était que ces rêves n'étaient pas récurrents, que c'était sporadique, j'allais prendre ça simplement pour le cas d'un refoulement d'un désir. C'est le cas d'un refoulement d'un désir qui est dans l'inconscient depuis. Parce que l'homme, à travers les rêves, peuvent se voir en train de manger. Mais ce n'est pas toujours des cas d'envoûtement. Parce qu'il y a un discours dehors qui veut que, et qui stigmatise, culpabilise les gens qui ont l'habitude, qui pas ont l'habitude, qui ont souvent des expériences dans les rêves où ils se retrouvent en train de manger. Peut-être que tu allais dormir la nuit. Il peut même arriver. D'un bon poulet brisé. Voilà. Quand tu as dormi. Justement. Il peut également arriver que, comme nous avons une mémoire, le cerveau a une mémoire, on a la conscience, l'inconscient et le subconscient. Toutes les pensées que vous avez nourries depuis votre enfance, tous les désirs que vous avez exprimés sont enregistrés dans votre inconscient.
Il peut arriver que vous ayez eu un désir il y a 20 ans. Et aujourd'hui, ce désir soit refoulé à travers les rêves. Vous avez peut-être rêvé il y a 20 ans que vous voulez manger le crocodile et vous avez déjà oublié. Mais il peut arriver qu'à un moment donné, ce désir soit refoulé et vous viviez cela dans les rêves juste pour que ce soit refoulé. Mais lorsque ça devient récurrent, alors le cas qui nous interpelle ici, c'est beaucoup plus le cas de récurrence. Et il dit que depuis 2 ans, il y a cette récurrence, ce qui veut dire que ce n'est plus sporadique. Et là, c'est un message, il est interpellé. Alors, il est investi d'une présence. Si on s'attient à son récit, il est investi d'une présence qui donc lui provoque en lui cette sensation de vouloir vider l'autre. C'est pourquoi, en plein jour, il ressent comment il aspire l'autre et il est possible que l'autre, quelques jours après, d'après les éléments que Ndouk nous a donnés, que quelques jours après, la personne se sent dévitalisée, aspirée, vidée d'une certaine manière. Même comme je n'aime pas utiliser le terme vidé, mais on se comprend. Alors, on est là dans un cas de mendication. C'est un cas de mendication parce qu'il est question de la consommation des énergies, de la vitalité des uns et des autres. C'est ça, manger quelqu'un. Alors, la représentation de la viande n'est que symbolique. La viande représente une énergie vitale. C'est la forme que prend justement la consommation énergétique, la mendication énergétique. Ça peut être par exemple la viande, ça peut également être le sang, ce fluide-là. Donc c'est des expériences de mendication et ça fait que cet homme est devenu un vampire. Dans le cas de... Oui, il est un vampire parce qu'il a investi. Le vampire, c'est qui? Le vampire, c'est celui qui aspire, se nourrit, qu'on se nourrit simplement des énergies des uns et des autres. Surtout du sang. Et du sang. Parce que même dans la viande, il y a le sang. Bien sûr. Voilà, même dans la viande. Alors, ça veut dire qu'il est investi forcément d'une entité. Quand je dis il est investi par une présence qui réclame la consommation énergétique des personnes de ses semblables, surtout celles et ceux qui gravitent autour de lui. Alors, c'est un cas de vampiration, de vampirisme. Est-ce qu'on peut délivrer ce bonhomme? Oui, pour la deuxième question. Oui, il y a des possibilités, il y a des rites pour le bénir, pour le délivrer. Pourquoi? Mais il y a une condition, la confession. Hein? Lui ne se reproche de rien. Justement, ça devient difficile. C'est pas que c'est impossible. Vous savez, le rôle de la confession, c'est déjà d'abord d'aligner votre structure psychique avec les principes et les principes de vérité et d'équilibre cosmique. C'est faciliter justement l'intervention des forces de l'univers pour vous délivrer, vous remettre dans votre orbite. C'est pourquoi dans tous les rites, que ce soit les rites de conjuration de mal, que ce soit les rites propitiatoires, on exige toujours à un moment donné la confession. C'est pour faciliter les choses. Parce que, c'est également une garantie de votre pleine adhésion. Ça, c'est quand vous êtes conscient. De votre bonne volonté et de vos dispositions à pouvoir être apte à profiter de la prérogative et de la guérison qu'on veut infuser en vous. Lorsque vous ne vous confessez pas, vous créez une barrière entre l'acte propitiatoire dont on veut vous faire profiter. Ça crée une barrière. La confession, donc aussi, il faut que dans la confession, est-ce que il a eu à faire du mal? Est-ce qu'il a eu à participer à des réunions coupables où l'on médite sur les gens, où on projette de tuer, de manger, de consommer de la viande humaine, ou encore, est-ce que ce n'est qu'un karma? Parce que certaines personnes souffrent aussi de cette manière, parce qu'elles appartiennent à des lignées où un parent a été vampire. C'est-à-dire que, voilà, ils sortaient la nuit, ils vont manger les gens en sorcellerie, et il crée un karma dans sa famille qui fait qu'à un moment donné, un de ses enfants commence à ressentir, être investi. C'est vrai que j'ai souvent trouvé, entre guillemets, la spiritualité injuste à ce niveau-là, Ebanga. C'est-à-dire que votre arrière-grand-père était un mangeur d'hommes, un suceur de sang intrépide, et lui, il est mort depuis 70 ans, et vous êtes son arrière-petit-fils, vous payez. Parce que lui mangeait ces gens là-bas. Toi, tu n'étais même pas encore né. Ça devient et lui, il est parti.
Et maintenant, toi, tu es né 50 ans après. Et toi, tu commences à payer pour le sang que ton arrière-grand-père suçait souvent. Je trouve cela injuste. C'est vrai. Quel que soit, même si ça dépend du pacte. Ce qui dit est injuste dans une perspective, la perspective où on ne croit pas à la réincarnation. Parce que la réincarnation, la croyance à la réincarnation était une réponse à ce type de questionnement. Pour amener les gens à comprendre que, en fait, il n'y a pas d'injustice. Quelqu'un, parce que vous, quand je dis votre grand-père peut revenir en vous pour venir payer un karma. C'est quoi la réincarnation? Oui, c'est pourquoi je dis, ce sont des croyances. Je vous le dis, j'ai dit c'est des croyances. Il y a des gens qui n'y croient pas. Mais sauf que quand on n'y croit pas, Dieu devient juste. Est-ce que vous comprenez? Tout à fait. Quand on ne croit pas à la réincarnation, Dieu devient juste. Parce qu'à ce moment, Dieu fait payer à un innocent les fautes d'un parent. Hein? Et je ne vois pas en quoi ce Dieu devient amour. Parce que la justice voudrait que chacun mérite son châtiment. C'est ça la justice. Lorsque je suis innocent, je viens inconsciemment et involontairement payer, porter la croix de quelqu'un d'autre parce que c'est mon parent. Ça, ce n'est plus la justice. Or, il peut arriver que par compassion, j'ai la volonté de porter la croix d'autrui. Là, c'est que moi-même, je suis consentant. J'ai accepté de souffrir pour quelqu'un. On peut expliquer ça autrement, monsieur. Non, chacun, c'est une question de croyance. On peut expliquer ça autrement. Dans un pacte, oui. Le pacte voudrait que l'ancêtre dise à l'entité lui dise que après toi, il faudra initier quelqu'un d'autre. Et si tu ne respectes pas les conditions de l'initiation, voilà ce qui va suivre. On a compris. C'est comme même l'héritage. C'est comme même, oui, on peut dire l'héritage. Le parent meurt et dit, je laisse à mes enfants tel bien, tel bien, tel bien. L'injustice, maintenant, la justice, c'est tout de quel côté? Parce que dans Dieu, la sagesse divine est incommensurable. On ne peut pas la saisir. Parce que pour nous, les croyants, nous avons un jour du jugement. Vous pensez que celui-là, l'enfant qui subit ces problèmes-là, Dieu tient compte de cela. Il tient compte qu'il n'est allé nulle part. Et puis, il faut comprendre une chose, c'est que Dieu n'est pas injuste. Quand vous dites Dieu serait injuste, parce que vous expliquez comme vous la notion de la réincarnation, c'est une notion qui n'existait pas. C'est-à-dire l'homme part et revient sous la forme d'une autre, soit parfois d'un animal ou d'un arbre, hein, ou bien d'un végétal. Parce que la réincarnation, il y a plusieurs formes de réincarnation. Vous croyez la réincarnation qui voudrait que celui qui est mort revient sous l'apparence d'un être humain. Mais il y a la réincarnation qui dit que qui revient sous l'apparence d'un animal. L'autre qui revient sous l'apparence d'une plante. Bon, c'est bon, je peux reprendre la parole. Bon, c'est un propos qu'on peut expliquer ça. Bon, je dis donc que vous expliquez sous le prisme religieux. Ouais. Vous expliquez sous le prisme religieux. Nous, on explique, on s'appuie d'abord sur le bon sens. Parce que nous partons du postulat... Est-ce que la réincarnation, c'est le bon sens? Oh, s'il te plaît. Nous partons du postulat que on ne peut pas essayer de comprendre les phénomènes du monde si déjà au préalable on sort du cadre du bon sens. Nous disons ceci. La justice voudrait que vous puissiez payer, c'est-à-dire il y a du mérite dans le châtiment, c'est-à-dire on te châtie parce que tu l'as mérité. C'est ça la justice. Et on te bonifie parce que tu l'as mérité. Donc tu ne peux pas venir profiter des largesses de la vie, d'un grand héritage, fut-il de ton parent, parce que tu ne l'as pas mérité. Ça, ce n'est pas la justice. Tu ne peux pas venir profiter, c'est-à-dire subir une malédiction, alors que tu ne l'as pas mérité. Ce n'est pas la justice. Celui qui est né pauvre a mérité. Ouais, c'est dit, même la pauvreté s'explique, c'est un karma. C'est pourquoi, non, écoutez, écoutez. Et il y a ce qu'on appelle la notion du karma. Malheureusement, ça ne fait pas partie de vos enseignements. C'est pourquoi vous ne comprenez pas de quoi on parle entre le karma et le dharma. Et on vous fait comprendre que ce soit dans le karma ou le dharma, il y a une notion de mérite. Parce que les châtiments ne sont pas arbitraires. C'est pourquoi nous, en spiritualité, on rejette les dieux arbitraires. C'est-à-dire qu'ils punissent pour leur propre gré, c'est-à-dire au gré de leurs humeurs. Ça, ces dieux-là, nous les rejetons. Et c'est les croyants qui acceptent ce type de Dieu. Maintenant, je disais, pour revenir, celui qui est né infirme. Je dis ça s'explique, c'est le karma. Je dis encore ceci. C'est le karma. Bon, ça veut dire que je te pose une question. Bon, celui qui est né pauvre. Je dis donc ceci. Je dis donc ceci. Donc Dieu prend plaisir parce que toi tu as péché. Ton fils il décide de pas pour son plaisir. Toi tu n'es plus là. Écoute, toi tu n'es plus là. Il prend un innocent. Parce qu'il porte ton sang, il le fait souffrir.
oh, toi tu n'es plus là, c'est toi qui as commis la faute. Oui, je te réponds. Et Dieu trouve sa satisfaction Non, là-dedans. je te réponds, Je n'ai alors. pas terminé, c'est rhétorique s'il te plaît. Oui, oui. Voilà, parce que moi j'ai la parole. Parce que si on s'échange, les autres ne vont pas prendre la parole. Oui, oui. Alors, nous disons simplement que ça s'explique à travers les notions du karma. Le karma explique tous ces phénomènes pour rétablir l'équilibre et faire comprendre que dans la vie, il n'y a pas d'arbitraire. Les hommes sont là où ils méritent d'être. Très bien. Ils subissent ce qu'ils méritent de subir à travers le phénomène de la possibilité de plusieurs existences et l'opportunité de pouvoir payer ses dettes karmiques. C'est compris. Nous passons la parole à Kemoui. Restons dans cette dénonciation en nous posant la question de savoir est-ce que ce type d'initiation existe, parce que certains pensent que comme l'imam, que ce garçon a été initié probablement sans son consentement. Maintenant, il vit ses manifestations. Que faire pour sortir ce monsieur d'affaires? Premièrement, nous sommes là en face des aventures mystérieuses de Patrick Guémandong, parce que Père son âme, hein? Père son âme, il n'y a que dans les aventures On dit mystérieuses. que Patrick Guémandong avait été foudroyé au Cameroun. Hein? Il est venu au Cameroun et il a affronté certains initiés camerounais. Il se disait trop puissant, mais c'est au Cameroun qu'on a foudroyé Patrick Guémandong. Il y a une histoire qui m'a été racontée. Et quand Patrick Guémandong rentrait, en fait, Patrick Guémandong avait été touché. Oui. Nous sommes spécialistes de ce genre de choses. Oui, en effet, ce que je puis dire, c'est que on ne peut pas vous faire ce type d'initiation sans votre consentement. Ah bon? Et Banga relevait tout à l'heure quelque chose. Il faudrait seulement qu'il se rappelle et se remémore. Vous ne pouvez pas être initié à ce degré sans votre consentement. Et c'est ça la chose la plus particulière en sorcellerie. Même pour vous introduire en sorcellerie, même si vous n'avez pas donné votre consentement direct de vive voix, il y a les techniques qu'on emploie pour vous faire accepter quelque chose. C'est pourquoi on dit généralement que quand vous arrivez quelque part et dont vous n'avez pas la maîtrise du lieu, évitez de faire certaines choses que vous ne comprenez pas. On peut vous dire, bon, saisissez-vous d'une certaine manière. Il faut éviter. Parce que, généralement, ce sont des techniques pour vous introduire dans des cultes qui font qu'à la longue, on vient vous chercher la nuit. Vous dites, mais le matin, vous commencez à vous interroger. Vous partez dans des réunions bizarres dans les rêves. Vous commencez à vous interroger le matin. Donc, il faut toujours votre consentement. Et c'est là où, parfois, le libre arbitre est très important. Nous avons tous le libre arbitre. Nous avons le droit d'accepter ou de ne pas accepter certaines choses. Alors, dans les rêves, lui, là, il a fait la mendication, en fait. Parce que c'est de la chair humaine. Et à chaque fois que vous faites un type de rêve, où vous mangez un type de viande, vraiment, sachez que vous avez été vampirisé. Et là, il y a ce qu'on appelle généralement dans des écoles mystiques les marcheurs de rêve. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui peuvent entrer dans vos rêves. Ils décident de pénétrer vos rêves. C'est pourquoi vous allez constater qu'en Afrique, il y a un certain nombre de codes de conduite. Il entre dans ton subconscient. Oui, il entre dans votre rêve. Et il vous fait faire des choses dans votre rêve. Et vous vous levez le matin, vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive en fait? Parce que justement, l'Afrique avait compris ces choses depuis fort longtemps. C'est pourquoi généralement on vous disait, par exemple, les habits ne doivent pas dormir au dehors. Par exemple, c'est-à-dire vous ne devez avoir rien de vous qui dorme au dehors. Même laisser vos babouches. Même laisser les babouches. Parce que des gens peuvent utiliser ces éléments-là, qui sont des éléments de connexion avec vous, pour venir vous hanter ou vous vampiriser. Et ils courent donc dans vos rêves. Donc ils peuvent entrer dans vos rêves. Vous faire penser même des choses que vous n'avez jamais imaginées de votre vie. Alors, moi je me dis que, quelque part, ce monsieur a subi ce type, n'est-ce pas, d'influence. Il a subi ce type d'influence. Et les gens ont donc décidé, et généralement ce ne sont pas des gens qui viennent de loin, ils viennent de l'extérieur. Parce que c'est très compliqué que quand vient de l'extérieur, vous attaquez chez vous. Il faut toujours un lien, une connexion qui va permettre qu'on vous attaque d'une manière comme d'une autre. Ça fait donc que aujourd'hui, il est devenu un vampire, effectivement. C'est-à-dire, il peut sucer l'énergie des gens. Ce n'est pas seulement sucer le sang, mais il peut sucer l'énergie des gens. Ça veut dire que lui-même, peut-être, il n'en bénéficie pas,
Mais les gens qui l'ont initié bénéficient de ce qu'il fait. À travers Donc, lui. à travers lui, il n'est que... c'est un objet. Effectivement, il n'est qu'un instrument Oh là là. qu'on utilise pour pomper les énergies des gens et nourrir ceux qui l'ont initié à cela. Et je pense, et Banga le disait tout à l'heure, il y a des trucs qu'il se remémore bien, qu'il se rappelle bien. Ça peut être, M. Sanga peut avoir raison quelque part, ça peut être que, également, il y avait quelqu'un dans sa famille qui avait signé un pacte et dit, moi je vais léguer ça à ma mort. Et peut-être qu'en mourant, il n'a pas légué. Et maintenant, on vient chercher le monsieur, on dit que bon, en principe, c'est toi qu'on a vu. Il y a une dette. Oui, il y a une dette. C'est toi qu'on a vu dans la lignée de ton grand-père. Pour continuer à payer les dettes. Continuer à payer les dettes. On vient donc, oui, on le prend, donc on l'initie donc comme ça. Et il devient donc un instrument pour payer ces dettes-là que son grand-père ou son arrière-grand-père à lui n'avait pas payé, ou son père même n'avait pas payé avant de mourir. Donc il y a cet ensemble de choses qu'il faut prendre en compte et très bien les analyser. Parce que là où il est là, la situation où il est là, vraiment, c'est très compliqué parce que, vous voyez, ça devient un jeu de force. Parce que pour l'enlever de là, il faudrait être costaud, parce que ceux qui sont derrière ne sont pas des enfants de cœur. Voilà. S'il vous plaît, je voudrais ajouter à ce qu'il dit, pour l'enlever de là, oui, rapidement, pour l'enlever, il faut déjà quelqu'un qui a la capacité du bon diagnostic. Très bien. Parce que certaines délivrances ratent ici dehors, parce que le bon diagnostic n'a pas été posé. Le bon diagnostic, d'abord, consiste à comprendre les causes de cet envoûtement ou de cette possession. Est-ce qu'il s'agit d'un cas d'alliance familiale? Est-ce qu'il s'agit d'un cas d'envoûtement, c'est-à-dire et tout? Est-ce qu'il s'agit d'un cas karmique? Il faut prendre en compte tout ça. Ça, c'est d'un. De deux, savoir également quel type de thérapeutique il peut supporter. Parce que certains échecs dans les pratiques de délivrance, c'est parce qu'on croit que le rite qui a marché avec elle, qui subissait les mêmes fléaux, peut marcher avec tout le monde. Or, chacun a sa structure énergétique, sa structure psychique qui diffère relativement les uns des autres. Et le bon diagnostic et le bon médecin consiste donc à pratiquer des protocoles adaptés aux uns et aux autres. Donc, pour chuter sur la question, on va donc dire que, effectivement, vous savez, même pour enlever l'ivou, il y a les gens dont on enlève l'ivou, ils meurent. Hein? Oui. Surtout les enfants. Oui, ils meurent catégoriquement. Ou bien si on veut même être même mal, ils meurent aussi. Voilà. On en parlera tout à l'heure. On va dire que cette dénonciation est très liée à notre thème du jour. Merci témoin. Alain, donc, que faisons-nous véritablement pour que ce monsieur puisse retrouver, entre guillemets, la sérénité? Ou alors c'est peine perdue pour lui? Lui-même, il est dit en gros sorcier. Avant d'y arriver, je vais lire un proverbe qui avait cours et qu'on citait 3 prophètes nègres, Jérémie, Paul et puis Ésaïe. Je vais lire dans Ésaïe 18, versets 1 à 4. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le territoire d'Israël? Ce sont les pères qui mangent des raisins verts et ce sont les dents, et ce sont les enfants qui ont mal aux dents. Voilà. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, vous n'aurez plus l'occasion de dire ce proverbe en Israël. En effet, toutes les vies m'appartiennent. La vie du Fils m'appartient aussi bien que celle du Père. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Donc, il y a cette transmission atavique. Parfois, la Bible répond à mon inquiétude. Oui. Chacun, à un moment donné, doit répondre pour lui. Sauf si vous reproduisez délibérément le train ancestral. Vous avez décidé de marcher sur les voies de votre père. Ok. Vous allez donc assumer aussi quelques conséquences du fait d'avoir emprunté la voie en question. Et à ce niveau, le proverbe bantou est clair, hein, Alain Douk. On dit chez nous les bantous que le chien qui a mangé les œufs doit mourir de son acte. Voilà. Donc c'est l'équivalent. C'est l'équivalent. Le chien qui a mangé les œufs doit payer. Avant de revenir spécifiquement à notre cas, pour dire qu'en réalité, vous savez, au sujet de la réincarnation, moi, valider la réincarnation, c'est valider le fait que les morts ne meurent pas. C'est lié. Les deux sont intrinsèquement liés. Si vous validez ça, les morts ne meurent pas, vous validez facilement moi je l'appelle une théorie. C'est pas parce que quelque chose donne une impression de cohérence, de bon sens. Oui, que la chose est vraie. Parce que moi, je sais par expérience que nous avons comme ça, dans les plus hautes sphères, même intellectuelles, des théories
qui sont défendus, qui sont promus, qui vous donnent l'impression d'une certaine cohérence, mais dans le fond, ne s'appuient sur rien de concret, de vrai. Alors, moi, ce que j'appelle le bon sens, c'est que si on dit que nos ancêtres ne sont pas morts, j'aurais voulu qu'ils restent dans leur enveloppe corporelle, qu'ils vivent et qu'ils me donnent cette démonstration de leur immortalité. Pas qu'ils meurent, puis on vient me dire qu'ils ne sont pas morts. Non, je n'accepte pas ça. Donc, chacun peut donc calibrer son bon sens, à chacun de voir. Pour le cas du monsieur, parfait, il y a on va parler de l'initiation tout à l'heure, il y a des auto-initiations. Hein. Moi, j'ai eu une conversation il y a des années avec une dame commissaire qui m'a parlé d'une expérience étrange qu'elle a eue, où elle a commencé à faire des sorties astrales. J'ai lu ailleurs quelqu'un d'autre qui a commencé à avoir ce type d'expérience, simplement après avoir lu un certain ouvrage parfait. C'est-à-dire une initiation. Donc, voilà, l'ouvrage avait des clés qui permettaient donc cette transition et cette transformation énergétique pour le transférer à un autre niveau de conscience. Est-ce qu'on est dans ce cas-là? Il n'a pas peut-être fait exprès, mais se retrouve là, il est déjà initié, il s'est auto-initié. Est-ce que nous sommes dans le cas d'une activation en ce moment, ou depuis 2 ans, de quelque chose, d'une disposition qui était déjà en lui, puisque chez les Africains que nous savons qu'il y a une transmission héréditaire de la mère à l'enfant, par le cordon ombilical, qui se fait pour la sorcellerie. Est-ce que c'est arrivé à cet âge-ci qu'il y a une activation? Attends, ça veut dire quoi? Si la mère est sorcière, tous les enfants qu'elle va... Si elle veut, vous le transmettre, elle vous le transmet c'était automatique. Le plus facilement possible. Et là, pour le reste, je suis acheteur de tout ce que les autres ont dit. Très bien. Maintenant, il faut aller voir. Il faut donc un initié qui voit clair. D'où le diagnostic. Oui, je suis d'accord avec toi. J'achète tout. Et je pense que même chez les autres spiritualités, il faut quand même quelqu'un qui soit à même de mener ce genre de délivrance. Parce que au point où on en est parfait, c'est pas évident quand il est déjà à un tel niveau de vampirisme. C'est ce que disait que tout à l'heure, que c'est voilà, il est trop loin. Voilà, et que moi-même dit qu'à ce niveau-là, il ne peut pas totalement être inconscient. Il sait ce qui s'est passé, qu'il dise la vérité. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Merci. Lisons ces nombreux messages. Ôté par vous, Monsieur Parfait. Permettez ma modeste remise au point scientifique sur les propos de Monsieur Alain. L'invocation d'un ouvrage, fût-il érudit, ne constitue en rien une preuve scientifique. Un livre ne démontre pas. Il propose une narration, une herméneutique, une construction idéologique du réel. La science, elle, procède par réfutabilité, falsifiabilité et consensus transitoire, fondé sur des données empiriques convergentes. En 2026, citer Cheikh Anta Diop comme autorité probante concernant le phénotype des Égyptiens antiques relève davantage de l'iconophilie identitaire que d'une démarche paléo-anthropologique rigoureuse. La génétique des populations, l'analyse des génomes. Oh là là. Ce message. Il a fini? Non, il n'a pas fini. Il dit que l'analyse des génomes anciens, la craniométrie multivariée et les études bioarchéologiques contemporaines invalident largement le postulat d'une Égypte pharaonique noire au sens subsaharien exclusif du terme. Les données actuelles révèlent un continuum populationnel nord-est africain avec une diversité phénotypique et des affinités génétiques majoritairement levantines et anatoliennes à partir du Nouvel Empire sans rupture populationnelle brutale. Quant à l'Israël biblique, aucune donnée archéologique ou épigraphique ne corrobore une origine noire des populations israélites antiques. Les stèles, ostracas et analyses ostéologiques disponibles convergent vers une population sémitique du Proche-Orient ancien partageant le fond génétique cananéen. La vérité ne réside pas dans la tonalité de la voix, mais dans l'évidence des données. La rigueur scientifique exige de distinguer le registre du mythe ou de la revendication mémorielle de celui de l'établissement des faits. C'est ça qu'est l'humble ignorant. Puisque c'est à moi qui s'adresse, je vais lui répondre. Allez-y. Pas parfait. Allez-y.
nous allons... Saker, vraiment, on a souvent cru ici qu'il y avait une once de bon sens qui t'animait. Parce que tu n'as pas consulté, pour ces travaux érudits, ce qu'ils apportent comme élément de preuve pour ce qu'ils disent. C'est pas des affabulations. C'est pour cela que j'ai même choisi de citer rien que des travaux académiques, c'est-à-dire d'érudition. Et en érudition, on ne parle pas pour parler. On doit pouvoir prouver ce qu'on dit. Et la liste, elle est longue, plus longue que mon bras, Saker. Donc, toi-même, tu affirmes sur la fin, sur la chute, avec force. Pourtant, tu dis que, écoutez, un travail scientifique ne devrait pas être l'objet d'une affirmation avec force de quoi que ce soit. Pourtant, sur la fin, toi-même, tu affirmes avec force. Donc, nous, on a assez d'arguments pour le dire. Le problème, peut-être, c'est que toi, tu n'as pas les informations que nous avons. C'est ça, je voulais également qu'on à la suite du message de Saker. Message, déjà, la première chose, je ne peux pas critiquer et reprendre la même critique. Lui, il n'a cité rien, en fait. Rien du tout. Lui, il n'a que dit. Il n'a rien démontré. Il n'a rien démontré. Il a dit ce qu'il pense. Il a dit ce qu'il pense. Ça, c'est la première chose. Moi, on va lui Il fait ce qu'il critique, enfin, ce qu'il semble critiquer. critiquer. Il fait la même chose, en fait. Et pourtant, des ouvrages ont été cités ici tout à l'heure. Tout à fait. Donc, moi, je voudrais que Saker, quand il parle d'Israël, je peux être d'accord avec M. Douk sur la question de la population proche moyenne-orientale, voilà, qui était nègre à ses débuts. Ça, c'est indiscutable. Mais c'est pas Israël. Allons consulter les travaux de Allons consulter les travaux de Miss Garotte de Roti et du professeur, comment son nom va me revenir tout à l'heure, qui parle des Natoufiens. Voilà, les Natoufiens. Il te dit clairement que le Natoufien, c'est un nègre. Voilà. Rien que sur la bande de terre en question, on sait le nombre de peuplades qu'on avait, non? Qu'on regroupe sur le terme générique de cananéite. Mais même dans la tradition biblique, Canaan. Mais voilà, si vous admettez que Canaan était nègre, c'est une admission tacite. Non, mais c'est pourquoi on n'a jamais refusé que... Quand Job dit que jusqu'à l'Orient... Je peux finir. Il a raison à tous les niveaux. C'est pourquoi j'ai dit je peux être d'accord avec vous sur cette question-là. Sur l'origine nègre des populations de cet espace proche moyen-oriental. Mais ce que M. Saker vient de dire tout à l'heure, vraiment, je voudrais qu'on ait quand même un peu de lucidité intellectuelle. Pour critiquer un travail, il faut apporter un travail plus pertinent. C'est clair. Ça, c'est la première chose. Ouais. Et là, c'est scientifique. C'est scientifique. Cheikh Anta Diop a fait, il a demandé que je veux... Il a fait des démonstrations. Il dit, je veux un morceau de peau de pharaon. Oui, il a dit. Je veux le bombarder pour qu'on voit le taux de mélanine. Ouais. Mais c'est ce qu'il a fait. Il travaille et quelqu'un vient juste parce qu'il dit quelques paroles. On a des ouvrages de 700 pages, de 500, de 400 pages. Quelqu'un vient. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Comme ça. Qu'on parte même dans la linguistique, puisque Cheikh Anta Diop a fait même un travail linguistique. Oui. Comment est-ce que les Égyptiens anciens s'appelaient? Quel était leur nom? Quand ils disent Kem ou Kemtiou, ça veut dire quoi? C'est littéralement les nègres. Parfait. Comment tu peux dire comment tu peux dire que les populations elles-mêmes qui se désignaient comme le restant des populations du reste de l'Afrique, tu viens dire que non, on ne refuse pas, l'Égypte était un carrefour, donc certainement il y a eu des mélanges. Oui. Ça c'est quelque chose de très clair. Les populations de Grecs venaient, les Mitanniens et tout le reste, il y a eu des métissages en Égypte. Ça c'est incontestable. Mais quand on dit population souche, quelle était la population souche qui était dans l'espace qu'on a appelé la vallée du Nil? Négroïde. Il est de notoriété internationale pour dire que cette population était nègre dans son essence. Là, je ne suis pas d'accord avec M. Douk sur la population, sur la question d'Israël. Voilà. Là, je ne suis pas d'accord avec lui. C'est qu'il faut toujours voir l'anthropologie des peuples. Est-ce que ces peuples d'origine nègre là avaient les mêmes relents anthropologiques que le peuple juif d'aujourd'hui ou israélite d'aujourd'hui? Pas du tout. Ça, c'est la question. Pas du tout. Est-ce qu'ils avaient les mêmes relents anthropologiques? Non. Vous voyez, dès lors qu'on fait la scission, parce que le problème qui se pose, c'est lequel? Tu confirmes ce qu'il a dit? Non, lui il dit qu'ils étaient israélites. Non. C'est que je dis non. Non, je suis d'accord pour la peau, Cheikh Ali Sanda. Je suis d'accord pour la peau. Cette population est nègre dans son origine. On est d'accord. Mais maintenant, il faut regarder, quand on parle d'israélites, est-ce que cette population s'appelait israélite? Ça, c'est la première chose. C'est ce qu'on nous dit à questionner l'anthropologie. Maintenant, les Israélites. En tout cas, qui parle. Les Israélites qui sont venus plus tard, qui sont venus plus tard et ont trouvé cette population nègre. Voyons même la tradition biblique. Abraham sort d'où? De Our en Chaldée. Ils sont de l'Irak. Donc il a migré
pour un espace, cet espace-là, où il y avait déjà des gens. Très bien, je suis d'accord avec vous. S'il vous plaît. D'abord Alain Doro, oui, parfait. L'affaire est simple à comprendre parce qu'il y a une confusion aujourd'hui que les gens font. Ils voient des gens avec un phénotype leucoderme au niveau de la bande de terre appelée aujourd'hui la Palestine ou Israël, qu'on doit à quelque chose qui est né en 1948, et ils pensent que c'est les descendants d'antiques Israël. Le flou dans la tête des gens. Ils ne comprennent pas que c'est une grosse imposture scientifique et historique qui s'est produite à ce niveau-là et qui a mené à ça. Et des érudits aussi ont démontré cela. Kostler, vous avez d'ailleurs l'Israélien appelé Shlomo Sam qui a démontré l'imposture. Si on est d'accord là-dessus, que c'est une imposture, ne faisons pas la corrélation entre les Israéliens et les Israélites. Ce n'est pas la même chose. Il y a tellement de travaux érudits. Je vais te citer ici. Là maintenant, on a un certain J.A. Rogers qui lui aussi, dans un travail érudit de 400 pages, a démontré au travers des citations des pères de l'Égypte, des pères de l'Église, des voyageurs arabes, et il a apporté une iconographie de la Renaissance qui représente, avec des preuves documentaires qui représentent justement le Christ Jésus et les Hébreux comme étant de phénotype noir. On ne peut pas citer toute la bibliographie. Merci. Nous allons revenir. Mohamed était noir. Mohamed était noir. Je l'ai dit. Cheikh Ali, tu confirmes que Mohamed était noir? Bon, il n'y a pas un texte clair qui dit qu'il était noir, mais il y a des hadiths qui disent qu'il ressemblait à Abraham, qui était un bronzé. Bronzé, pas tu connais la couleur du bronze. Va sur internet, tape le bronze, on te demande la couleur du bronze. Je vais l'expliquer, Alain Douk. Donc, il n'y a pas un texte qui dit qu'il était blanc lait. Et ce qui est connu, c'est que l'ensemble des prophètes que Allah a envoyés étaient mais finalement, même alors, est-ce que ce ne sont pas les Noirs qui devraient donner des leçons aux Blancs? C'est ça. Alain Douk passe le temps ici à nous dire que Jésus était noir. Vous dites devrait, même l'islam. Mohamed, Alain Douk dit encore que c'était il y a des hadiths qui disent finalement qui doit donner leçon à l'autre. Non, en fait, c'est parce que le noir nègre dort somnole. Et puis il y a la fameuse théorie qui dit que ce sont les vainqueurs qui racontent l'histoire. Donc c'est les peuples blancs qui ont vaincu les peuples noirs. Et c'est eux qui racontent l'histoire. C'est pour ça qu'il est question pour nous de se réveiller, de rester. C'est pour ça que je dis Cheikh Anta Diop était le père du panafricanisme scientifique. Parce que là, il redonne vie à l'histoire de l'Afrique. Quoi qu'il était, il a été suivi en cela par Monseigneur Angelbin Van au Cameroun. Bien sûr, Moïse l'Africain. Bien sûr. Dans l'islam, après cette publication, il est mort. Il y a un hadith qui décrit le prophète Moïse. Moïse était... Disons qu'il était assassiné. Bon, et qu'est-ce que je dis que Angelbin ne disait pas? Est-ce qu'il ne disait pas la même chose? Lisons donc encore des messages. Vous voulez intervenir? Allons-y, Banga. Bien. Oui, allons-y. Mais en 2 minutes. En 2 minutes, oh là là, les autres donnez-moi 3. S'il vous plaît. Non, attendez, nous étions dans la dénonciation. Nous étions dans la dénonciation. Ce que vous voulez développer là, c'est... Non. Attendez, il y a un érudit africain et qui également a autorité sur les questions scientifiques, sur les questions anthropologiques, les questions linguistiques. Je parle de Rekmire Gomez. En 2006, à l'université de Paris, je ne sais plus quantième, il a tenu une conférence qui est même encore sur YouTube, où il avait convoqué à la fois les experts ecclésiastiques pour venir le contredire, que ce soit les gens de l'islam, les experts de l'islam, les experts de l'église chrétienne et tout, de venir le contredire. Son thème de conférence, c'était la vraie histoire des Juifs, avec qui était Abraham. Je dis, c'est dans le net. Et là, il fait un exposé sur la base des faits et des arguments scientifiques, où il démontre que cette péninsule que vous appelez la péninsule israélienne, c'est la péninsule normalement, on les sait que ou palestinienne, voilà, qu'on dit cananéenne. C'était bel et bien des Noirs. Et qui était voisin d'où venait Abraham, là, on l'appelait la Chaldée. La Chaldée. Alors, il explique déjà d'abord, voilà. Il fait comprendre que dans toute cette péninsule,
les populations souches sont appelées les Natuféens. Ils existent encore jusqu'à aujourd'hui, artefacts à l'appui. Et que le peuple d'Israël, dit Israël, vient là plus tard. Alors, vos Jérémie, vos prophètes là, que vous dites être des Noirs, l'Afrique, sur le plan anthropologique et scientifiquement anthropologique, ne les reconnaît pas. Que ce soit... non, s'il vous plaît. Je dis encore, j'ai dit c'est sur le net, c'est une conférence. Il a cité, attends, je réponds. Il a donné toutes les références que les gens peuvent aller vérifier. Parce que même, s'il te plaît, c'est une conférence. On peut donner les conférences. On peut donner les conférences. Et dans les conférences, les références. Voilà, ils donnent des références. Attends, oui, va nous suivre. Écoute, je dis encore ceci. La conférence est sur YouTube. Et il fait ses exposés, il donne des références pour que vous alliez vérifier et attendre la contradiction. Je te donne le thème, s'il te plaît. Relation entre les Juifs et les Noirs de l'époque antique. Antique. Voilà déjà le thème. Où il parle un travail scientifique. Très bien. Il démontre d'abord la négritude des peuples dits de Canaan, mais qui n'ont rien à voir avec le concept et la tribu ou la race juive qui vient plus tard. Et dans la Bible me dit qu'il y a une porte qui s'est passée. Oui, ça c'est la Bible. Attends, ça c'est la Bible. Sauf que la Bible n'est pas une revue scientifique. Désolé. On ne peut même pas. La Bible n'est pas une revue scientifique. On est rigoureux. On ne peut même pas parler du La Bible n'est pas une revue scientifique. Chers amis, ce n'est pas un sujet inscrit. La Bible n'est pas une revue scientifique. Attendez. Et Nous avions une dénonciation et je pense que comme apparemment le sujet vous intéresse, on verra dans quelle mesure être sujet comme un sujet d'analyse sur ce plateau. C'est Sacré qui nous a amené sur ce couloir.